salue la présence du directeur général de l'enseignement supérieur, le professeur Amadou Abdoul Sow, la présence du recteur de l'université Alioune Diop de Bambey, le professeur Mahi Diaw, la présence de l'ancien recteur de l'UCAD, le professeur Saliou Ndiaye. Je salue aussi la présence de M. Landing Savané, vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales. À présent, nous allons inviter M. le Président à se retirer dans la loge pour porter la toge. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, diplôme de docteur honoris causa. Nous, recteurs, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, vu la Constitution, vu la loi numéro 6745 du 13 juillet 67 relative à l'Université de Dakar modifiée, vu le décret 70-1135 du 13 octobre 70 portant statut de l'Université de Dakar modifié, vu le décret numéro 87-382 du 30 mars 1987 portant dénomination de l'Université de Dakar, vu le décret 2019-2044 portant approbation de la délibération de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en date du 23 octobre 2019. Conférons par les présents à son Excellence, M. Jorge Carlos de Almeida Fonseca, président de la République de Cabo Verde, le titre honorifique de docteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, fait à Dakar Fan sous le sceau de l'université le 6 décembre 2019, le recteur président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après avoir été consacré docteur honoris causa de l'Université Cheikh Anta Diop, Excellence, Monsieur le Président, nous vous invitons maintenant à nous livrer votre leçon. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, Monsieur le ministre d'État et de la présidence du Conseil des ministres du Cap-Vert, Monsieur le directeur de l'Université Cheikh Anta Diop, Monsieur le professeur doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, Madame l'ambassadeur du Sénégal au Cap-Vert, Monsieur l'ambassadeur du Cap-Vert au Sénégal, honorables membres du conseil restreint de l'Université de la UCAD, éminents professeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les journalistes de la presse libre, caros compatriotes aqui presentes, chers étudiants, chers amis, Mesdames et Messieurs, je commence pour remercier à son Excellence, Monsieur le Directeur de cette noble université, alma mater
de l'enseignement supérieur de notre région, dont je fais désormais moi-même partie, je tiens, monsieur le directeur, auprès de cet océan qui nous unit, à remercier ceux qui sont venus assister à cet acte chaleureux et prestigieux pour nous. Éminence, Excellences, Mesdames et Messieurs, ils sont plusieurs les moments que ma mémoire évoque en ce moment même. Des lieux où je suis allé, des écoles, des universités où j'ai étudié et enseigné, des institutions d'enseignement supérieur que j'ai contribué à fonder et que j'ai dirigé, plusieurs centaines d'étudiants pour la formation supérieure desquels j'ai aussi contribué, dès mes notes les plus simples, les premières découvertes sur la vie, mes rencontres avec des intellectuels, des poètes et des auteurs de fiction, les premiers livres, les premières complicités politiques et littéraires, les premiers rassemblements d'étudiants, l'odeur de nouvelles terres, d'une nouvelle plus froide, des vies précieuses, ces nouvelles que je porte avec moi et qui sont devenues également partie de moi. Tous utiles à chaque moment de ma vie, de cette carrière dans politique, universitaire, ainsi que de lettres. Et il y a, mesdames et messieurs, il y a ces îles, rochers et sable, derrière cet horizon que vous contemplez de la belle promenade de Dakar, qui m'accompagnent partout et qui sont elles-mêmes des morceaux d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres héritages et d'autres histoires, parmi lesquels se trouve l'âme des différents peuples qui foulent cette terre où nous sommes maintenant. Des îles qui appellent à moi un peuple immense, un morceau de toutes les couleurs du monde. Je peux vous assurer, chers amis, que mon éthique, mon esthétique et même ma poétique sont intimement entremêlés à la culture de nos îles, mais aussi à de nombreuses autres et aux courants de pensée qui m'ont façonné provenant de différents horizons. Ceci est ma voix, mon simple parcours à travers cet organisme vivant, c'est la vie. Et à tous ces morceaux d'autres cultures, la vôtre parmi elles, d'autres langues, d'autres regards, je dois cette capacité d'observer, de penser, d'écrire et de créer. Je prononce un discours ici, dans cette importante maison du savoir, pour la deuxième fois. Après le cours, j'ai été aimablement invité à enseigner lors de ma visite officielle au Sénégal en avril 2018. Une maison qui est aussi la mienne, à partir de maintenant, de plein droit. Je le répète avec fierté, mais qui a été également de nombreux jeunes étudiants capverdiens qui ont choisi de vivre et de travailler dans votre capitale. Parmi eux, mon frère, le poète Mario Fonseca, qui y a vécu, y a étudié, y enseigné pendant près de 20 ans, qui célèbre
lui, Mario Fonseca, qui célèbre dans un de ses textes inclus dans l'œuvre La mer à tous les coups, le résilient Albori Ndiaye, considéré par lui comme un fils du futur et un visionnaire du Sénégal moderne. Je cite, « Aucun homme d'Afrique debout ne fut plus debout qu'Albori Ndiaye, roi du Jolof en court temps et combattant errant de la liberté sa vie durant. » Fin de citation. Et c'est mon frère qui a pu entretenir des rapports, je crois, avec le prince des poètes. Malheureusement, il n'a pas vécu jusqu'à témoigner ce moment qui lui apporterait, j'en suis sûr, beaucoup de bonheur. De lui, Mario Fonseca, nous aurions certainement entendu ces vers qu'il a dédiés à l'épaule Sédar Senghor. Le poème s'intitule The Stonefish. C'est lui qui est poisson dedans et dehors pierre. Je cite, « Au coin de chaque bouche, je sais que tu m'attends. Toi, ou en tout cas, quelque être maritime, au coin de chaque couche, pour me rappeler mon antique et sous-marine origine, et me ramener là-bas, où la nuit noire jamais ne cesse au sein de l'éternelle mer. Aussitôt je serai l'enfant neuf de ma race, qui vit dedans et meurt dehors. Je sais que mon destin ici est de toujours aller et d'être ailleurs, pour y rencontrer toujours la mer et le sel de ses desseins secrets. Attends encore un peu, demain, ou après-demain, ou après-demain, je serai enfin prêt pour la descente et le retour au fond. Je me résignerai enfin à être enfin moi-même, à être un poisson de pierre. Fin de citation. Mario Fonseca serait en train d'écrire sous l'écho de la postface éthiopique, comme les lamentants ne boivent pas la source. Lorsque le poète Senghor affirmait lui, à qui on imputé d'imiter Saint John Perse, et qui confesse « Je n'avais pas lu avant d'avoir écrit Les Chants d'ombre et les Ossis noirs ». Je disais que le poète Senghor, il disait « En vérité, nous sommes des lamentants qui, selon le mythe africain, vont boire à la source, comme jadis, lorsqu'ils étaient quadrupèdes ou ombres. Je ne sais pas au juste si c'est là mythe ou histoire naturelle. » Fin de citation. Mais je disais, mesdames et messieurs, être né sur ces îles, un peu plus de 500 km de votre côte, et peuplé il y a plus de 5 siècles par vos ancêtres même, ce qui fait de nous des parents proches spéciaux, ce qui nous a permis de voir au-delà de nos horizons naturels. En fait, cela nous a permis de grandir. Et dans mon cas, cela m'a permis de regarder au-delà, de chercher des réponses à tout ce qui n'était pas tangible. Excellences, Messieurs les ministres, Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers compatriotes, c'est un grand honneur d'être ici devant vous, d'être la cible de cette distinction et de cet hommage contagieux, et de rappeler les hommes et les femmes de nos îles, car je leur dois tout ce que je suis. Je le dois aux agriculteurs dans leur lutte séculaire
est souvent peu glorieuse contre la sécheresse. Je le dois aux pêcheurs de toutes les clairs de lune, de toutes les aubes et crépuscules. Je le dois également aux femmes qui travaillent sans relâche pour que les enfants aillent à l'école tous les jours et que leur famille ait à manger. De sorte que, qu'il pleuve ou qu'il vente, la vie continue son cours normal. Sans oublier ma propre famille, mes filles, mes sœurs, mes frères, mon père, c'est lui qui n'a pas cherché à savoir la date exacte de l'arrivée de la mort. Il n'aurait demandé à personne, je suppose, quelque chose comme « emmène-moi au bout du monde », auquel j'ai dû au revoir en silence avec mesure. Et cette mère unanime, à l'âge avancé de 93 ans, avec qui je déjeune tous les week-ends, une vie organisée, celle de mon pays, je vous disais, au rythme du quotidien, imprégné de dignité. Voilà, mes amis, comment la vie se déroule dans notre archipel et la façon dont nous essayons d'en faire, même à notre insu, une œuvre d'art que nous transmettons aux nouvelles générations. Et c'était avec cette dignité d'étudiant éternel, celle dont je me présente ici devant vous, que j'ai abordé la pensée des grands esprits, des hommes d'État, des dirigeants politiques, des poètes et des intellectuels. De tous, j'ai écouté des enseignements. Ils m'ont fourni les instruments. Ils vont montrer les chemins, m'inspirant de sorte que le peu que je fais puisse servir à enrichir, dans une certaine mesure, le bien-être de notre prochain. Eh bien, c'est tout que cet humble serviteur a cherché et cherche à faire dans la vie. La politique, l'enseignement et même la littérature sont donc des formes d'épanouissement personnel qui, dans mon cas, ne pourraient exister qu'ensemble. Ne serait-ce que sous la forme d'un rêve ou d'un simple geste d'une audace transformatrice au service de la démocratie et de la pleine liberté. Car nul ne pourrait exister sans celle-ci, bien sûr. Et ici, il vaut la peine de nous situer dans ces presque 20 années écoulées du XXIe siècle, turbulente et amnésique, et de nous rappeler un peu de la période brillante dans laquelle nous vivons, d'un bruit assourdissant qui va à l'encontre des valeurs, des principes, comme une marée invisible qui envahit tout. Cela met en échec toutes les réalisations de l'humanisme, semant le chaos et le mensonge, relativisant la vérité, normalisant les mensonges et le manque de respect pour les institutions démocratiques, polluant l'espace médiatique et tirant parti du désarroi. Le moment est peut-être venu pour nous de faire appel à une minute de silence, de nous reposer les oreilles, de baisser un peu la voix, certaines voix intolérantes qui se chevauchent afin que notre esprit puisse retrouver nos corps, afin que nous puissions tous respirer à nouveau, sereinement et paisiblement. Et d'ici, de cet auditorium sophistiqué d'enseignement, d'étudiants, d'intellectuels, de personnalités distinguées de la vie politique et sociale de ce pays exemplaire,
où la parole a toujours une valeur sacrée parmi ses citoyens, j'affirme ce besoin de retrouver la parole, la communication verbale, ce moment fondamental d'affection et de concorde, légué par nos ancêtres, par nos sages, qui dans de nombreuses régions du monde est en train de se perdre, coulant entre nos doigts comme de l'eau libre. Nous devons nous souvenir de nos citoyens modestes dans leur travail quotidien, mais aussi des gens de culture, qu'elle soit de la culture érudite ou populaire, de ceux qui sont le sang de notre corps en tant que peuple. Ce sont eux qui restaurent nos sangs en harmonie avec la terre, avec nos valeurs ancestrales. La voix des griots et des poètes, des romanciers, le pouvoir éternel de la parole qui exige du temps pour être réfléchi et entendu. Il faut que nous amenions nos jeunes à sa rencontre, ou les menions jusqu'à eux, oralement ou par écrit, ou pour leur montrer son importance vitale. Nous devons tout faire pour contrer cette terrible prophétie du poète romantique allemand Goethe au début du XIXe siècle, qui a dit, je cite, que les hommes deviendront plus intelligents et plus perspicaces, mais ils ne deviendront pas meilleurs, ni plus heureux et ni plus forts dans l'action. Fin de citation. Les mots, mesdames et messieurs, sont et ont été mon pinceau dans toutes les activités mentionnées ci-dessus. Avec eux, j'ai défendu la liberté de mon peuple. J'ai mené des recherches dans des universités, apportant ma simple contribution à l'instauration d'une justice meilleure et plus efficace entre les hommes, en tant que pénaliste et enseignant. Et avec eux, j'ai essayé, et essaye toujours, par la poésie, par la prose, de percer les mystères les plus insondables de notre existence, en arrosant mon modeste parterre dans le jardin d'arbres magnifiques et luxuriants, plantés par Homero, Dante, Shakespeare, Cervantes, Aimé Césaire, Montaigne, Senghor, Rimbaud, René Chère, Pessoa, Armène Vieira, João Valle, Léon Gontran Damas, Marie Fonseca, Breton, entre autres. Mais elle est aussi mon drapeau en tant qu'être humain, un drapeau que je peux déployer dans une autre langue, comme celle-ci, qui est la vôtre, une des vôtres, dans laquelle je m'adresse à vous. Comme vous pouvez le constater, c'est toujours elle, la parole, qui nous relie, de près ou de loin, en échange d'affection, de connaissance ou simplement de réconfort et d'espoir. La même, après tout, dans sa traduction libre, qui exprime également les sentiments de nos pécheurs lorsqu'ils s'interrogent au bord de la même mer. Mais permettez-moi également de vous rappeler la petite île Brava, la plus petite des îles habitées de toute l'archipel, l'île de ma mère et de ma gestation, des vacances d'enfance et de la jeunesse, île d'amis, de proches, du brouillard doux et intense, et d'un temps de rêve bercé par ma grand-mère, dont l'accolade accueillait l'univers tout entier. L'endroit
où j'aurais commencé à saisir la vie par l'esprit, bien avant le sens, où il y a toujours du temps pour un moment d'amour. C'est cette odeur de terre, de fleurs, du jardin et d'arbres séculaires de l'île de Brava qui m'accompagne aujourd'hui encore, mêlée à l'odeur d'encre du stylo, fidèle compagnon de mes aubes anonymes et solitaires. Ceci est le substrat qui peut-être fait de sorte que cet homme de 69 ans soit encore désireux d'épaisses lignes d'eau de pluie à la fenêtre, qui contribuent à susciter toutes ses idées, ses désirs, son ambition, le tout mêlé à la fièvre de la découverte de nouveaux horizons, en particulier ceux que la vie tisse au plus profond de nous-mêmes. Sentir la vie s'ouvrir, ouvrir la voie et nous rendre dignes de la confiance et de l'affection des autres, nous plaçant face à face, assis à la même table, avec les plus humbles de nos compatriotes, ou les plus rêveurs de nos jeunes, sans craindre ni des nuits orageuses, ni des fureurs naturelles. Mesdames et messieurs, le temps, cette abstraction inéluctable, est l'autre allié de la parole dont je vous parlais plus tôt. C'est comme une longue passerelle sur laquelle nous naviguons à bord de cette chose que nous appelons la vie, entre hiver et printemps, amour et amitié, expériences heureuses et tristes qui nous permettent d'écrire, de parler, de nous servir de cette parole, de construire notre chemin à travers les mystères des étoiles. Le temps et la parole se trouvent également dans les livres qui, comme je vous l'ai dit, m'ont émené des bibliothèques aux bancs des universités, du pupitre du lycée à l'action politique et la gouvernance et la diplomatie, des rassemblements de jeunes aux grandes conférences littéraires internationales, des espaces élargis par le pouvoir des lettres, de la parole, où des destins se définissent. Les voyages aussi sont du temps et des paroles. Des voyages à travers les villes de notre diaspora, de cette masse créole répartie dans des villages et des villes des quatre coins du monde, comme Dakar. Des voyages à la recherche du réconfort qui parvient du regard des hommes et des femmes de nos îles et qui, lorsqu'ils se rencontrent avec le nôtre ferment, ce flux de lumière que nous appelons nation. Chaque nuit, dans le ventre de l'aube, il y a un homme avec un stylo à la main, plongé dans les mystères, parfois dans un flot agité de rêves, toujours dans un océan dense de mots. La mort, la vie, la résurrection ne nous viennent pas seulement avec les paupières fermées. Les éclipses se produisent également en dehors de la solidité des rêves, nous permettant de savourer une existence libre et sans passé. Ce sont les merveilles de l'aube, nos bénédictions solitaires. Pendant que les autres dorment, nous faisons des révolutions dans l'esprit. Nous construisons des cathédrales avec la même impartialité que l'eau qui coule. Nous faisons de notre insomnie une usine de pensée, rêvant de toucher le cours de la vie. Nous fabriquons des poèmes et des aphorismes, rêvant de toucher le cours de la vie. En fin de compte,
nous devons trouver notre moyen personnel de mieux faire face à ce phénomène qui correspond à environ un tiers de notre vie. En fait, cette vie m'a fait comprendre les livres, et les livres m'ont aussi fait comprendre la vie. Et après avoir parcouru un peu le monde, je reviens toujours sur cette 10 îles enchantées, sur ce décalogue de marées translucides qui rend toutes les circonstances possibles, comme être ici aujourd'hui, dans cette importante maison de la connaissance, qui évoque le nom d'une des grandes figures de la pensée et de l'intellectualité africaine. Celui dont le remarquable essai « Nation nègre et culture » de l'Antiquité égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui, je disais que celui dont ce remarquable essai a été jugé par le brillant poète et dramaturge martiniquais Aimé Césaire, ces paroles. Le livre le plus audacieux qu'un nègre ait jusqu'ici écrit et comptera à n'en pas douter dans le réveil de l'Afrique. Fin de citation. Cependant, nous ne pouvons pas avoir la velléité de résumer la vie dans un seul précepte, peu importe combien notre mémoire s'efforce de le retrouver. Le paysage d'aujourd'hui est varié et multiforme, composé de différentes nuances et latitudes. Il y a diversité et désordre, rêve et utopie, souvent tracés par la pression de moments et de circonstances, agrémentés de la somme des possibilités. Mais nos actions sont la seule mesure de notre expression, de notre empreinte historique. C'est la matière qui nous constitue, même si nous passons une partie de nos vies à chercher une raison pour notre existence. Il n'y a pas d'explication magique ou des formules célestes pour expliquer ce que nous faisons. Et lorsque nous quittons très tôt nos montagnes et nos plages dorées, nous portons entre nos mains le flambeau de la gloire et du désenchantement, sans imaginer lequel restera allumé le plus longtemps. Nous ne pensons pas au vide ou à l'absurdité de cette activité fébrile à laquelle nous proposons, encore moins au succès ou à l'échec. Nous nous contentons de nous laisser aller, traversant des pays, parlant d'autres langues, des moments historiques, des révolutions, participant, observant, complotant, militant, rêvant. Les choses nous arrivent entre la trajectoire des étoiles et des planètes à un rythme palpitant, à travers des déviations magnifiques et inimaginables. Mais même si notre instinct nous dit qu'il y a un objectif, un but à tout cela, il n'est porté à notre connaissance qu'à la fin du voyage, ce qui fait de nous-mêmes notre plus grande énigme. Excellences, mesdames et messieurs, je regarde autour et devant moi, et je suis parmi des gens amicaux, des Sénégalais qui, au fil des siècles, ont représenté pour nous les Cap-Verdiens un véritable havre de paix. Aux côtés de la Guinée-Bissau, votre pays est notre grande référence continentale.
est un espace inestimable, car il a accueilli des milliers de Cap-Verdiens pendant les périodes de grandes difficultés dues aux conditions économiques, mais aussi destination recherchée comme option de vie, d'études et de travail en période normale. Certains soutiennent que les marins sénégalais auraient accosté dans nos îles alors inhabitées avant même les marins portugais. La version n'a pas été attestée à ce jour. Cependant, il est bien connu que le baptême de ces îles a été fait de manière ombilicale, à partir du nom même d'une partie du Sénégal, le Cap-Vert, et de la participation des Sénégalais au contingent humain diversifié qui formerait plus tard la matrice du peuple capverdien. Au-delà de la géographie, les relations humaines ont acquis une importance unique dans les relations entre nos pays. L'immigration réussie du Cap-Vert, qui s'est amorcée au XVIIIe siècle, s'est intensifiée dans les années 50 du siècle passé. Des hommes et des femmes des îles se sont rendus dans votre pays et dans votre capitale, et des carrières maritimes reliant régulièrement les deux pays, permettant ainsi un échange relativement intense. Plus tard, à partir des années 60, le Sénégal a toujours été solidaire du mouvement de libération nationale. Il a soutenu cette lutte en permettant l'exercice d'activités politiques aux militants du PAIGC qui menaient la lutte de libération nationale en Guinée et au Cap-Vert. Bien que la base principale se trouvait à Conakry, de nombreux dirigeants de cette organisation politique étaient actifs dans le pays, mobilisant la communauté capverdienne pour la cause de l'indépendance. De plus, 500 km et 500 ans de distance nous ont unis plus que séparés, de telle sorte qu'au début du XXIe siècle, suivant la voie inverse des Capverdiens, des jeunes hommes et femmes sénégalais arrivent dans nos îles, apportant avec eux langue, gastronomie, musique, culture et coutumes, dans une rencontre de plus avec l'histoire, enrichissant notre société. Ces frères sénégalais constituent aujourd'hui la deuxième plus grande communauté d'Africains continentaux à vivre dans notre pays. Et ils nous aident à construire un pays de plus en plus démocratique, développé et pluriel, culturellement et économiquement plus riche. Je tiens donc à renforcer devant vous mon appréciation du rôle important et actif de la communauté sénégalaise dans le processus de développement économique, social et environnemental du Cap-Vert. Je continuerai de suivre attentivement le processus d'intégration dans mon pays, en exerçant mon influence dans les limites qui me sont permises par la Constitution. Distingués invités, Excellences, chers amis, chers compatriotes, aujourd'hui, dans cette cérémonie, au cours de laquelle je suis honoré avec un si grand titre, je tiens à dire à quel point nous sommes reconnaissants de la solidarité active manifestée dans le processus de la lutte pour l'indépendance nationale du Cap-Vert. Je suis également reconnaissant
personnellement pour ce grade universitaire dans une institution qui porte un nom aussi important pour l'histoire de l'Afrique et pour le changement du paradigme de cette science. Cheikh Anta Diop était un homme éclairé, multidisciplinaire, scientifique, combattant, penseur, activiste pour la liberté et la solidarité entre tous les peuples africains. C'est une grande satisfaction pour moi et une source de fierté de pouvoir m'adresser à vous tous, étudiants, enseignants, admirateurs, collaborateurs, employés, bref, tous les habitants de cette université qui fait la fierté de tous les Africains, du sud au nord du continent, et dont l'histoire et l'importance sont reconnues dans le monde entier. J'évoque ici aussi la mémoire de Léopold Sédar Senghor, ce géant de la pensée universelle, poète et homme d'État exemplaire, qui a classé le nom de votre pays parmi les plus respectés au monde et que j'ai eu le privilège de connaître personnellement en tant que très jeune diplomate capverdien à l'occasion d'une mémorable visite officielle du président sénégalais au Cap-Vert, peu après l'indépendance de mon pays. Je me souviens en particulier d'une rencontre qu'il aurait eue au milieu de sa visite d'État avec un groupe d'écrivains capverdiens, où, dans mes prémices littéraires, j'ai été invité à écouter et à parler avec ce sculpteur exceptionnel de la parole et défendeur brillant de la culture noire africaine, prestigieux poète de nocturne et organisateur de l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache d'expression française. J'ai été frappé dans ma jeunesse ambitieuse et exubérante par l'autorité politique, le halo et le génie qui découlaient du statut singulier du président poète, qui, dit-on, peut-être dans un éloge hyperbolique, dû à la sympathie, il considérait Cap-Vert comme un miroir de l'avenir de l'humanité. Oui, Léopold Sédar Senghor, ami proche du Cap-Vert, l'homme qui a symbolisé la rencontre entre la poésie et l'art de la politique au service des citoyens, pour la cause de la liberté et de la démocratie. Une vie riche et exemplaire qui était destinée au succès de la diffusion de la culture africaine et à produire une des plus grandes œuvres poétiques de son époque. Loyal envers les causes de son siècle, Senghor, oui, cet jeune homme qui, à la Sorbonne, a été décrit par Césaire comme, je cite, un petit bonhomme noir en blouse grise, une ceinture de ficelle, et au bout de la ficelle, un encrier vide avec de gros yeux. Fin de citation. Ce petit homme qui plus tard est appelé son plus que frère, a été à l'auteur des défis auxquels il devait faire face, tels que la lutte contre le nazisme, ayant alors connu le camp de concentration, et il a su plus tard faire la lecture des changements de son temps. Un homme qui a apporté à l'Académie française des lettres la diversité qui lui manquait pour l'adapter à la réalité de l'espace francophone. Senghor disait, je cite, « Ma tâche est d'éveiller mon peuple au futur flamboyant. Ma joie de créer des images
pour lui nourrir au lieu rythmé de la parole. Fin de citation. En tant qu'homme d'État, il a embrassé les destins de son pays, comme peu d'autres. Et dans le domaine des lettres, avec Chandongo, Ostinoir, Éthiopique ou Élégie majeur, a permis que d'autres intellectuels africains et provenant d'autres latitudes, tels que par exemple Alioune Diop, pour qui la culture, la afro-noire représentait une puissance de libération et de solidarité, je disais Alioune Diop, Aimé Césaire, Senghor le prendra sous sa coupe. Bisous, tu seras mon bisou. Anta Diop, Hamidou Dia, Birago Diop ou David Diop, parmi tant d'autres, et pu s'affirmer en suivant ses traces et son exemple. Naturellement, mes amis, que pour nous, insulaires capverdiens et vos voisins, votre héros et son épée sont aussi les nôtres, car ses valeurs et ses principes sont également les nôtres, et ils sont également dignes de la profonde admiration de votre humble lauréat aujourd'hui, qui a suivi dans la vie les mêmes chemins de la politique et de l'être. Des sentiers sinueux pour atteindre la liberté, première devise de ce simple jardinier de la démocratie, gardien diligent de ses fleurs et de ses branches. La liberté, aujourd'hui, d'une séduction douce et renouvelée en permanence, d'une sorte de boussole qui lui permet de marcher souvent les yeux bandés et d'apprivoiser des naufrages imprévus, avec une dextérité imperturbable. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadeur, honorables invités. Dans notre vie quotidienne, font également écho les grands drames qui nous bousculent, qui impliquent des millions d'êtres qui n'ont pas le temps de rêver, des gens qui vivent simplement parce qu'ils n'ont pas péri. Dans un monde où le principal locataire de la maison appelée terre est son principal prédateur, et où ceux qui contribuent le moins à une dégradation, qui dans certains aspects s'approchent de l'irréversibilité, sont ceux qui souffrent le plus de cette réalité inquiétante. Nous voyons des hommes contre des hommes contre la nature. Nous avons de la richesse dans de nombreux pays, notamment en Afrique, qui au lieu d'être disponible pour les personnes qui la produisent, est drainée pour satisfaire les caprices des minorités. Dans beaucoup de nos pays, la démocratie est encore une chimère. Des forces locales importantes mises sur le chaos, l'instabilité, qui bénéficient de manière récurrente à cette situation douloureuse. L'instabilité à laquelle cette situation souvent conduit ne contribue pas à résoudre les problèmes qui affligent des millions de personnes, imputant ainsi la possibilité pour un nombre inimaginable d'enfants innocents de scruter l'infini avec émerveillement et curiosité. Ce n'est pas un hasard si un grand nombre de personnes, y compris des femmes, parfois enceintes, et des enfants, s'aventurent dans l'océan, où elles se retrouvent souvent enterrées à la recherche d'un toit ou d'une miche de pain qu'ils savent qui existe quelque part, mais aussi devrait exister tout au long du ici et maintenant. Ce n'est pas non plus un hasard si cette réalité contribue à alimenter l'acharnement malsain des fanatismes qui cherchent dans le désespoir et la détresse leur principal catalyseur. Mais heureusement,
Beaucoup de femmes et d'hommes veulent changer cette réalité. Ils veulent faire de nos pays des espaces de liberté et de démocratie, de tolérance, de diversité culturelle et de justice sociale. Les intellectuels, les femmes et les hommes de la culture, les universitaires et surtout les jeunes sont à l'avant-garde de cette lutte pour la construction d'un monde à la dimension de l'humain. C'est partie de ces réalités et imprégné de la croyance profonde, inébranlable, en les virtualités de ce mouvement, et en particulier en la créativité illimitée de la jeunesse, que mon ami, le président Macky Sall et moi-même avons décidé de parrainer la tenue au Cap-Vert le mois de mars prochain d'un forum de la jeunesse africaine destiné à fournir un espace de réflexion et de débat sur toutes les questions qui préoccupent actuellement les jeunes et le continent. La politique, la culture, l'emploi des jeunes, la démocratie, les nouvelles technologies, la justice sociale. Nous voulons l'entendre, en tirer des leçons, nous en inspirer, car la jeunesse est l'avenir, l'Afrique est l'avenir, et l'avenir a déjà commencé. Je profite de cette occasion pour inviter les dirigeants de cette maison de la connaissance à participer à l'événement à travers une représentation de leur jeunesse dynamique. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans un monde en transformation permanente, où l'on plaide et l'on cherche à imposer de manière explicite ou subliminale une homogénéisation culturelle, la culture assume une valeur inestimable, car elle exprime de manière unique la configuration de la diversité. C'est à travers elle, bien plus que les grandes et importantes réalisations scientifiques, que la richesse et l'authenticité humaine sont révélées, constituant ainsi le véritable pilier de notre existence. La question culturelle nous tient particulièrement à cœur. Cabo Verde est devenu connu dans le monde entier, en grande partie grâce à la figure de Cesária Évora, à travers la diffusion de l'expression culturelle la plus paradigmatique du pays, la musique. Marie Fonseca disait déjà, mon pays est une musique. Je me réjouis du fait que notre culture soit également reconnue dans le monde entier, par le biais de Cidade Velha, le berceau de la capverdinité, jumelé à Gorée, et j'espère bientôt la Morne aura la même reconnaissance en tant que patrimoine immatériel de l'humanité. J'estime que dans ce domaine, l'université aurait un rôle crucial à jouer. Elle devrait contribuer à prévenir la déformation de la culture et devenir un grand facilitateur des ponts avec d'autres cultures, étant donné que l'homogénéisation est aussi nuisible à l'établissement de frontières dans le domaine culturel. Enfin, Excellences, Éminences, Mesdames et Messieurs, je pars d'ici le cœur rempli et encore plus fier de l'héritage de cette géographie affective, des couleurs et des sons, du vibrant sentiment continental qui mes ancêtres, nos grands-parents communs, ancestraux communs, ont emporté avec eux lorsqu'ils sont partis. Qui vous parle est ce fils de ces îles du Cap-Vert, première destination de la diaspora africaine, bien avant le Brésil ou les Amériques. Un cousin, un ami,
un frère, plus qu'un frère. Merci. Nous venons d'écouter la brillante leçon du président poète Fonseca de Cabo Verde. Puissiez-vous continuer à être ce jardinier de la démocratie pour conduire les hommes à la liberté et pour les aider à réinventer les chemins de la fraternité. Patricia Fernandez est votre compatriote. Elle vit au Sénégal en qualité d'étudiante au département de langue romane. Au nom de tous les Cap-Verdiens qui résident au Sénégal, au nom de tous les étudiants, de toutes les étudiantes qui sont ici au Sénégal et qui nous viennent du Cap-Vert, au nom de l'Institut Kamosh, je pense que je prononce bien, du département de langue romane, elle va lire un poème dédié au président de la République. Obrigada a todos. Estou aqui para representar os estudantes cabo-verdianos aqui no Senegal e para isso vou ler um poema de Manuel Lopes para o nosso Presidente da República de Cabo Verde, Sua Excelência Dr. José Carlos Fonseca. Poema de quem ficou, Manuel Lopes. Eu não te quero mal por esse orgulho que te trazes, por esse teu ar de triunfo iluminado com o que voltas. O mundo não é maior que a pupila dos teus olhos, tem a grandeza da tua inquietação e das tuas revoltas. Que teu irmão que ficou sonhou com coisas maiores ainda, nas velas daquelas que sonhastes. Crispou as mãos à beira do mar e teve saudades estranhas, de terras estranhas, com bosques, com rios, com outras montanhas. Bosques de névoa, rio de pratas, montanhas de ouro que nunca viram teus olhos no mundo que percorrestes. Nous nous acheminons vers la fin de cette cérémonie. Et à présent, nous allons passer à la signature du livre d'or de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le premier cadeau, c'est un lot de livres. Ces livres sont écrits par les enseignants de la faculté des sciences juridiques et politiques, dont le doyen lui-même. Félicitations aux enseignants pour ces productions. Le baobab.
président va aussi remettre un cadeau au recteur de l'université Cheikh Anta Diop.